Elle installait son petit stand chaque matin à la même heure, avant même que le soleil ne se lève complètement, sur ce trottoir que la ville semblait avoir oublié. Quelques casseroles cabossées, une table bancale, une marmite fumante, et cette odeur simple mais réconfortante de nourriture chaude qui contrastait avec la froideur du béton. Personne ne savait vraiment pourquoi elle faisait cela. Certains pensaient qu'elle cherchait à attirer la pitié, d'autres qu'elle fuyait une solitude trop lourde. En réalité, elle n'attendait rien. Chaque jour, le premier à arriver était ce garçon sans abri, maigre, silencieux, les yeux trop sérieux pour son âge. Elle ne lui posait jamais de questions. Elle lui tendait simplement un bol rempli, comme si nourrir un enfant allait de soi, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Le garçon mangeait toujours avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il craignait que le repas disparaisse s'il se dépêchait trop. Il remerciait rarement avec des mots, mais elle savait reconnaître sa gratitude dans la manière dont il revenait chaque matin, à la même heure, s'asseyant toujours au même endroit. Parfois, il restait après avoir mangé, les dents arrangées sans qu'elle ne le lui demande, essuyant la table, alignant les bols. Il partageait des silences paisibles, lourds de choses non dites. Elle ne connaissait pas son histoire, et lui ignorait presque tout de la sienne, mais une forme de confiance muette s'était installée entre eux, tissée jour après jour par ce simple rituel de nourriture partagée. Les passants voyaient la scène sans vraiment la regarder. Une femme qui nourrit un enfant des rues, ce n'était ni scandaleux ni spectaculaire. Juste une image parmi tant d'autres dans une ville habituée à détourner le regard. Certains jours, elle devait refuser des clients payants pour garder assez de nourriture pour ceux qui n'avaient rien, et cela lui coûtait cher. Mais jamais elle ne songea à arrêter. Elle savait ce que c'était que d'avoir faim, pas seulement dans le ventre, mais dans la dignité. Donner à manger à ce garçon, c'était sa manière à elle de dire que le monde n'était pas entièrement indifférent, même s'il faisait tout pour le paraître. Le garçon, lui, observait tout avec une attention silencieuse. Il remarquait les traits fatigués de la femme, la manière dont elle comptait ses pièces le soir, la façon dont ses mains tremblaient parfois quand le froid était trop mordant. Il comprenait, sans qu'on le lui explique, que ce repas avait un prix. C'est pour cela qu'il ne demandait jamais plus, qu'il ne se plaignait jamais. Chaque bouchée était pour lui une preuve que quelqu'un, quelque part, le voyait encore comme un enfant, pas comme un problème à ignorer. Cette certitude fragile lui donnait la force de survivre à des nuits difficiles, à des regards méprisants, à une solitude écrasante. Un matin pourtant, quelque chose changea imperceptiblement. Le garçon arriva plus tôt que d'habitude, le regard inquiet, jetant des coups d'œil derrière lui comme s'il craignait d'être suivi. Il mangea vite, sans lever les yeux, et repartit presque aussitôt, laissant derrière lui un malaise diffus. La femme sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle n'insista pas. Elle avait appris que certaines vérités viennent d'elles-mêmes, quand elles sont prêtes. Toute la journée, cependant, cette inquiétude resta tapie dans un coin de son esprit, comme une ombre qu'on n'arrive pas à chasser. Le lendemain, alors qu'elle servait ses premiers clients, le bruit sourd de moteurs puissants rompit l'habituelle indifférence de la rue. Un, puis deux, puis 4 SUV noirs s'arrêtèrent brutalement devant son stand, bloquant presque la circulation. Les conversations se figèrent, les passants ralentirent, certains reculèrent instinctivement. Des hommes en costume descendirent des véhicules, leur posture trahissant une autorité qui n'avait rien à voir avec la police ordinaire. Le cœur de la femme se mit à battre violemment. Elle pensa immédiatement au garçon. Une peur viscérale l'envahit, celle d'avoir, sans le vouloir, attiré sur lui une attention dangereuse. Les hommes s'approchèrent, et l'un d'eux prononça son nom avec une précision qui la glaça. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Autour d'eux, le silence était devenu presque oppressant. Elle sentit soudain le poids de tous ces matins ordinaires, de tous ces gestes simples, prendre une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée. Nourrir un enfant sans abri n'avait jamais été pour elle un acte héroïque, mais face à ces SUV, à ces regards sérieux, elle comprit que quelque chose, quelque part, avait été profondément bouleversé par sa constance. Le garçon apparut alors au bout de la rue, figé en voyant la scène. Ses épaules se crispèrent, et pendant une fraction de seconde, il sembla prêt à fuir. Leurs regards se croisèrent, et dans celui de la femme, il ne vit ni peur pour elle-même ni reproche, seulement une inquiétude sincère pour lui. Ce regard le cloua sur place. Il comprit qu'il ne pouvait plus disparaître comme il l'avait toujours fait. Ce moment, aussi bref soit-il, marqua la fin de son invisibilité. L'un des hommes expliqua enfin la raison de leur présence. Le garçon n'était pas n'importe quel enfant des rues. Il était recherché depuis des mois, issu d'une famille puissante qui avait perdu sa trace après une série d'événements que la presse n'avait jamais complètement révélés. Et ce qui avait permis de le retrouver, ce n'était ni une enquête complexe ni une technologie sophistiquée,
mais un témoignage récurrent, celui d'une femme qui nourrissait chaque jour le même enfant, au même endroit, avec une régularité presque obstinée. Cette fidélité avait dessiné une trace là où tout le reste avait échoué. La femme sentit ses jambes fléchir sous le poids de cette révélation. Elle n'avait jamais cherché à sauver qui que ce soit, encore moins à changer un destin. Elle avait simplement donné à manger, jour après jour, sans imaginer que ce geste ordinaire pouvait devenir un point d'ancrage, une preuve d'existence. En voyant le garçon entouré par ses hommes, elle comprit que, quelle que soit la suite, rien ne serait plus jamais comme avant. Et pourtant, au fond d'elle, une certitude demeurait intacte, quoi qu'il arrive, elle referait exactement la même chose, encore et encore. Les hommes en costume ne montrèrent ni dureté ni précipitation lorsqu'ils s'approchèrent du garçon. Leur attitude contrastait avec l'image intimidante créée par les SUV noirs et leur arrivée spectaculaire. L'un d'eux s'agenouilla même à sa hauteur, parlant d'une voix posée, presque respectueuse, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Le garçon tremblait, non pas par peur de la femme, mais par crainte de perdre la seule chose stable qu'il avait connue depuis longtemps, ce rendez-vous quotidien, ce bol de nourriture servi sans condition, sans question. Il regarda la femme une nouvelle fois, cherchant dans ses yeux une permission silencieuse, comme s'il avait besoin qu'elle lui confirme qu'il avait le droit d'exister ailleurs que sur ce trottoir. La femme, malgré le chaos apparent, trouva en elle une étonnante lucidité. Elle posa doucement la louche, essuya ses mains sur son tablier usé, et s'approcha à son tour. Sa voix était calme, presque maternelle, lorsqu'elle demanda simplement si le garçon allait bien. Cette question, si banale, sembla déstabiliser les hommes plus que n'importe quelle protestation. Ils n'avaient pas l'habitude qu'on replace l'humain au centre de situations gérées par des protocoles et des intérêts puissants. À cet instant précis, la rue entière sembla retenir son souffle, comme si la réponse du garçon allait décider de bien plus que son propre avenir. Il hocha lentement la tête, incapable de parler. Les souvenirs affluaient dans son esprit, les nuits froides, la fuite, la peur constante d'être reconnu, repris, enfermé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Il avait quitté cette famille riche non pas par caprice, mais pour échapper à une violence invisible, faite de contrôle, d'attentes écrasantes et de solitude dorée. Dans la rue, il avait connu la faim et le danger, mais aussi quelque chose de nouveau, la liberté. Et au milieu de cette liberté brutale, cette femme avait été la seule constante bienveillante, le seul adulte qui ne lui demandait rien en échange. Les hommes finirent par expliquer davantage. La famille du garçon le cherchait désespérément, mobilisant des moyens considérables, convaincus qu'il avait été enlevé. La vérité était bien plus complexe, et personne n'avait vraiment pris le temps de l'écouter. Les recherches n'avaient abouti à rien, jusqu'à ce qu'un enquêteur remarque un détail répétitif dans les témoignages de quartier, un enfant revenant chaque jour au même stand de nourriture, à la même heure, quelle que soit la météo. Cette régularité avait éveillé les soupçons, puis l'espoir. Sans le savoir, la femme avait offert au garçon non seulement des repas, mais aussi une identité traçable, une preuve qu'il était vivant. La révélation provoqua une onde de choc émotionnel chez la femme. Elle se sentit à la fois coupable et fière, déchirée entre la peur de l'avoir mis en danger et la certitude intime d'avoir fait ce qui était juste. Elle comprit alors que la bonté n'est jamais neutre, elle peut déranger des équilibres, réveiller des vérités enfouies, forcer le monde à regarder ceux qu'il préfère ignorer. Cette prise de conscience lui donna une force nouvelle. Elle ne se recroquevilla pas face à l'autorité, elle se tint droite, assumant chaque geste qu'elle avait posé. Le garçon fut invité à monter dans l'un des SUV, non comme un prisonnier, mais comme quelqu'un à qui l'on propose un retour possible. Il hésita longuement. Les portes ouvertes semblaient mener vers un avenir confortable, sécurisé, mais aussi inconnu et potentiellement oppressant. Il se tourna vers la femme une dernière fois, les larmes aux yeux. Elle comprit sans mots ce dilemme impossible. Elle posa une main sur son épaule et lui dit doucement qu'il avait le droit de choisir, que personne ne pouvait lui enlever cela. Cette phrase, simple mais puissante, résonna comme une autorisation qu'il n'avait jamais reçue auparavant. Les hommes échangèrent des regards surpris. Ce n'était pas dans leur plan. Pourtant, après un moment de tension, ils acceptèrent d'écouter. Une discussion s'engagea, inhabituelle, presque irréelle, au milieu de la rue. Pour la première fois, le garçon parla vraiment. Il expliqua pourquoi il était parti, ce qu'il avait ressenti, ce qu'il craignait de retrouver. Les passants, initialement curieux, se retrouvèrent témoins d'une vérité brute, exposée sans filtre. La richesse et le pouvoir perdaient soudain leur vernis face à la voix tremblante d'un enfant qui demandait simplement à être entendu. Finalement, une solution temporaire fut trouvée. Le garçon accepterait d'être accompagné, mais pas forcé. Une médiation serait mise en place, avec des personnes indépendantes, loin des pressions familiales.
Cette décision, les semaines passèrent, et l'absence du garçon transforma le stand plus profondément que la femme ne l'aurait cru. Chaque matin, lorsqu'elle soulevait le couvercle de la marmite, la vapeur semblait porter un souvenir précis, celui d'un visage attentif, d'un bol tenu à deux mains, d'un silence reconnaissant. Elle continuait à servir les autres, bien sûr, mais quelque chose avait changé dans son rythme intérieur. Elle avait appris que la constance crée des liens invisibles, et que lorsque ces liens se rompent, même pour de bonnes raisons, ils laissent une trace. Pourtant, elle ne se laissait pas envahir par la tristesse. Elle transformait cette absence en une forme de présence élargie, offrant un peu plus de temps, un peu plus d'écoute à ceux qui passaient devant son stand, comme si l'attention donnée au garçon devait désormais irriguer le monde autour d'elle. Un matin, un homme s'arrêta plus longtemps que les autres. Il observait le stand avec une intensité particulière, comme quelqu'un qui cherche à confirmer une intuition. Il finit par se présenter comme travailleur social indépendant, impliqué dans la médiation mise en place pour le garçon. Il expliqua, avec précaution, que l'enfant allait mieux, que sa parole avait enfin été prise au sérieux, et que des décisions étaient en cours pour lui offrir un environnement réellement sûr. La femme écouta sans poser de questions intrusives. Elle n'avait pas besoin de détails. Savoir qu'il n'était plus réduit au silence suffisait. Cette information, même parcellaire, allégea quelque chose en elle qu'elle n'avait pas su nommer. La ville, de son côté, semblait s'être éveillée à une réalité qu'elle ignorait volontairement. Les passants reconnaissaient désormais le stand, non plus comme un simple point de restauration bon marché, mais comme un lieu de refuge discret. Des dons anonymes commencèrent à apparaître, un sac de riz, des légumes frais, parfois une enveloppe glissée sans un mot. La femme acceptait sans s'enorgueillir, consciente que cette solidarité tardive ne devait pas devenir un spectacle. Elle refusait toute interview, toute tentative de transformer son geste en récit sensationnel. Pour elle, nourrir restait un acte simple, presque sacré, qui perdrait son sens s'il devenait un moyen d'attirer l'attention. Pendant ce temps, le garçon affrontait une réalité complexe. Le confort matériel retrouvé ne compensait pas immédiatement les blessures accumulées. Les chambres trop propres, les regards inquiets mais maladroits, les questions insistantes le fatiguaient. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus cet enfant qui se sentait entièrement seul face au monde. Il portait en lui la certitude qu'au moins une personne l'avait vu tel qu'il était, sans vouloir le posséder ni le corriger. Cette certitude le rendait plus résistant aux pressions, plus apte à poser des limites, même face à des adultes puissants. Les médiateurs remarquèrent rapidement cette force inhabituelle. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il voulait, il parlait avec une clarté étonnante pour son âge. Il disait vouloir apprendre, mais à son rythme. Être protégé, mais pas enfermé. Être aimé, sans être contrôlé. Ces mots, simples mais précis, forçaient le respect. Et à chaque fois qu'il doutait, son esprit revenait à cette image, une femme derrière un stand, tendant un bol chaud sans poser de conditions. Cette image devenait un point d'ancrage, une preuve concrète que la bienveillance peut exister sans agenda caché. De retour sur le trottoir, la femme sentit qu'elle aussi évoluait. Elle n'était plus seulement quelqu'un qui donnait, elle était devenue, malgré elle, un repère. Les enfants du quartier venaient parfois l'aider, curieux, désireux de participer. Elle leur apprenait à servir avec respect, à regarder les gens dans les yeux, à écouter sans juger. Ces moments lui donnaient l'impression que le bien se transmet comme une compétence silencieuse, par l'exemple plus que par les discours. Elle voyait dans ses gestes partagés une continuité naturelle de ce qu'elle avait offert au garçon. Un jour, une lettre arriva, transmise par l'intermédiaire du travailleur social. Peu de mots, une écriture hésitante, mais une gratitude immense. Le garçon la remerciait de ne jamais l'avoir traitée comme un problème à résoudre. Il disait que, grâce à elle, il savait maintenant reconnaître la différence entre l'aide qui enferme et celle qui libère. La femme relut la lettre plusieurs fois, les mains tremblantes. Elle comprit alors que son geste avait dépassé le cadre de la survie immédiate. Elle avait participé, sans le savoir, à la reconstruction d'une identité. La vie reprit son cours, mais avec une profondeur nouvelle. Les jours difficiles existaient toujours, l'argent manquait parfois, le froid revenait. Pourtant, la femme se sentait moins seule. Elle avait vu de ses propres yeux que la bonté peut provoquer des mouvements inattendus, réveiller des consciences, même au cœur d'un système indifférent. Cette certitude la rendait plus forte que n'importe quelle reconnaissance publique. Elle continuait, simplement, parce que c'était devenu sa manière d'habiter le monde. Le garçon, de son côté, avançait lentement vers un avenir moins hostile. Il ne savait pas encore qui il deviendrait, mais il savait ce qu'il refuserait désormais, l'effacement, le silence imposé, la faim sous toutes ses formes.
Il gardait en lui l'exemple d'une femme qui avait choisi la constance plutôt que le spectaculaire, la discrétion plutôt que la gloire. Cette leçon, gravée profondément, guiderait ses choix bien au-delà de cette période de transition. Ainsi, l'arrivée de 4 SUV devant un petit stand avait marqué bien plus qu'une révélation choquante. Elle avait mis en lumière une vérité essentielle, les gestes quotidiens, répétés sans attente, peuvent devenir des points de bascule. La femme n'avait pas cherché à changer le monde, et pourtant, elle avait changé le destin d'un enfant, et un peu le sien aussi. Et dans une ville habituée à oublier, cette histoire continuait de murmurer que la bonté persistante finit toujours par laisser une trace. Le temps poursuivit son œuvre silencieuse, et le stand devint un point fixe dans une ville en perpétuel mouvement. Chaque saison apportait son lot de défis, mais aussi de visages nouveaux. La femme comprenait désormais que ce lieu n'était plus seulement un espace où l'on mangeait, mais un endroit où l'on se sentait reconnu, même brièvement. Des hommes fatigués s'y arrêtaient après des nuits trop courtes, des femmes y trouvaient un moment de répit, et parfois des enfants s'asseyaient sans rien dire, attirés par la chaleur plus que par la faim. Elle avait appris à lire ses présences, à comprendre que nourrir ne concerne pas uniquement le corps, mais aussi cette partie invisible de chacun qui réclame d'être vue sans être interrogée. Certains soirs, lorsqu'elle rentrait chez elle, la fatigue se faisait plus lourde que d'habitude. Elle repensait alors à la trajectoire du garçon, à ce fil fragile qui les avait reliés sans promesse ni obligation. Elle se demandait parfois si elle avait fait assez, si elle aurait pu faire davantage. Puis elle se rappelait la vérité simple qui l'avait toujours guidée, on ne sauve pas les autres à leur place, on leur offre seulement un appui au moment où ils risquent de tomber. Cette pensée l'apaisait. Elle comprenait que la bonté n'est pas une dette à solder, mais une présence à maintenir, jour après jour, même quand personne ne regarde. Dans un autre quartier, le garçon continuait à avancer sur un chemin semé de contradictions. Il découvrait un monde structuré, fait de règles et d'horaires, parfois rassurant, parfois étouffant. Pourtant, quelque chose en lui avait changé de façon irréversible. Il ne se sentait plus interchangeable, ni remplaçable. Il savait que son absence avait laissé un vide quelque part, et cette certitude nourrissait une estime de soi nouvelle. Lorsqu'il doutait, il repensait au matin froid, au bol chaud, au regard tranquille de la femme. Cette mémoire n'était pas une nostalgie, mais une force tranquille qui l'aidait à tenir debout. La médiation finit par aboutir à des décisions courageuses. La famille dut reconnaître ses erreurs, accepter de revoir ses priorités, de remplacer le contrôle par l'écoute. Rien ne fut simple ni immédiat, mais un dialogue s'installa, lentement. Les professionnels impliqués parlaient souvent de l'enfant comme d'un cas particulier, non à cause de son passé, mais de sa maturité émotionnelle étonnante. Ils ignoraient parfois que cette maturité était née d'un lieu improbable, sur un trottoir, grâce à une femme qui n'avait jamais cherché à comprendre plus que nécessaire. Pendant ce temps, la réputation du stand dépassa le quartier. Sans publicité, sans récit enjolivé, des gens venaient de plus loin, attirés par ce qu'ils percevaient sans pouvoir le nommer. Ils disaient simplement qu'on s'y sentait bien. La femme accueillait chacun de la même manière, refusant toute hiérarchie entre ceux qui donnaient et ceux qui recevaient. Elle insistait pour que chacun participe à sa manière, ne serait-ce qu'en aidant à nettoyer ou en partageant un sourire. Cette égalité silencieuse était peut-être ce qui rendait l'endroit si particulier, si profondément humain. Un jour, alors qu'elle servait en fin de matinée, une voiture discrète s'arrêta à distance. Rien à voir avec les SUV noirs d'autrefois. Un jeune homme en descendit, hésitant, plus grand, plus sûr de lui, mais avec le même regard attentif. Elle le reconnut immédiatement, avant même qu'il ne parle. Le temps sembla se suspendre. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de troubler quelque chose. Aucun mot n'était nécessaire, et pourtant, lorsqu'il la remercia, sa voix tremblait d'émotion contenue. Ce moment, simple et intense, referma une boucle qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Ils parlèrent peu. Il lui dit simplement qu'il allait mieux, qu'il apprenait encore, qu'il n'avait pas oublié. Elle répondit qu'elle avait toujours su qu'il trouverait son chemin. Il repartit sans promesse de retour, sans scène, laissant derrière lui une paix profonde. La femme comprit alors que certaines relations n'ont pas besoin de durer pour être éternelles. Elles existent pleinement dans ce qu'elles transmettent, dans ce qu'elles réveillent, puis elles laissent place à la suite. Après ce jour, le stand continua d'exister, fidèle à lui-même. La femme ne raconta pas cette visite. Elle n'en ressentait pas le besoin. Ce qui comptait, c'était de poursuivre, de rester présente pour ceux qui viendraient après. Elle savait désormais que chaque enfant, chaque regard, pouvait porter une histoire bien plus vaste qu'elle ne le saurait jamais. Cette conscience ne l'écrasait pas, elle l'ancrait. Elle servait avec la même attention, la même régularité,
consciente que l'impact réel de ses gestes lui échapperait toujours en partie.